Ensemble, amenons Backseat toujours plus loin. 1 euro de chaque spectateur permettrait de financer une saison entière tout en vous offrant une émission de qualité réalisée par des professionnels en rémunérant légitimement toute l'équipe. Soutenez-nous avec un don, ponctuel ou régulier, ou en achetant sur notre shop pour une expérience inédite. Pour 5 euros seulement, vous pourrez savourer votre VOD en avance sur Utip, explorer les coulisses sur le salon Fire Tipper du Discord et tenter de gagner un siège dans le public de Backseat. Si vous voulez être sûr de me retrouver en compagnie de tous les autres chaque jeudi, rendez-vous sur Utip grâce au lien dans la description. Merci à vous les amis, je vous laisse avec votre VOD. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, je vous propose que nous accueillions sur ce plateau l'homme qui fait l'actualité de ce jeudi. Il s'agit du secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. Bienvenue Laurent Berger. Bonsoir. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat. Vous revenez tout juste de la manifestation parisienne qui s'est tenue donc cet après-midi. On parle de 800 000 manifestants selon vos confrères de la CGT. C'est un record depuis le début du mouvement. Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes là maintenant ? D'abord, je suis satisfait parce que c'est vrai que c'est pas qu'à Paris. Il y a eu partout en France des manifestations records. C'est à peu près comme le 7 mars dernier, qui était déjà la plus grosse mobilisation depuis le début des années 90. Ça montre quoi ? Ça montre que malgré le 49.3, l'adoption de la loi par le 49.3, il y a toujours une forte contestation. Et ce qui m'a frappé, c'est encore la diversité des cortèges. C'est des gens de tout secteur professionnel, de tous âges. Il y avait plus de jeunes que d'autres fois dans les cortèges. Voilà, donc c'est à la fois une satisfaction de voir qu'il y a toujours cette contestation et quand même un peu d'inquiétude. Parce qu'en face, c'est compliqué de faire entendre la voix qui s'exprime dans les manifestations. Justement, on a entendu le chef de l'État hier en direct sur Twitch nous expliquer que vous les syndicalistes, vous les manifestants, vous faites rien qu'à vous opposer, vous proposez rien. Vous n'avez rien proposé, Laurent Berger, comme alternative ? Bien sûr que si. Nous, d'abord, on a un projet alternatif sur la question, sur les retraites qui s'appelle le système universel. Nous, on pense que le système, il est un peu aujourd'hui, il est très compliqué. C'est la retraite à points de 2020 dont vous nous parlez. C'est un système universel, on peut le faire autrement qu'un point, mais c'est en gros, vous cotisez 1 euro, vous recevez à proportion de 7 euros, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce qu'il y a tout un tas de systèmes différents. Donc on avait d'abord proposé cette alternative au mois de juillet dernier, et puis quand le fameux report de l'âge est venu sur la table en décembre, on a dit, écoutez, nous, on a des propositions alternatives. Les propositions alternatives, c'est d'abord, on a un problème d'emploi des seniors. C'est-à-dire qu'on veut faire travailler les gens plus longtemps, mais en fait, on n'est pas capable de les garder jusque... On a, je crois, le plus faible taux d'emploi des seniors. On a un taux d'emploi des seniors qui est autour de 35% dans notre pays. Il est de 60% en Allemagne et de 70% en Suède, des systèmes dont on vante souvent les bienfaits. Donc, on a fait des propositions alternatives de financement et... voilà, c'est clairement sur le sujet des 64 ans ou 65 ans. À l'époque, on ne savait pas si ça allait être l'un ou l'autre. Le gouvernement est arrivé en disant ça, pas négociable. Donc, ce n'est pas ce que j'appelle la capacité de compromis que devrait avoir un gouvernement s'il voulait trouver une voie de compromis. On va revenir sur la manifestation d'aujourd'hui, sur la mobilisation. Vous l'avez dit, partout en France, des mobilisations dans beaucoup de villes. On en parlait d'ailleurs depuis le début de ce mouvement, y compris dans des villes moyennes qui ne sont pas franchement habituées à voir des manifestations. Ça faisait 10 ans aussi qu'on n'avait pas vu d'intersyndicale en France, unie avec la CGT, la CFDT, main dans la main pour contester une réforme d'un gouvernement. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est vraiment un manque de dialogue avec le chef de l'État ? C'est une sourde oreille ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Il y a un désaccord profond. Vous savez, tout le monde essaye d'analyser ce qui se passe en termes de mouvement social, qui est évidemment très important, avec les vieilles lunettes, quoi. C'est-à-dire, mais par rapport à 95, qu'est-ce qui se passe par rapport à 2003, puis 2010, etc. Mais il y a un truc. Il faut pas ? C'est quoi alors ? Il y a un truc qui s'est passé depuis, qui s'appelle la pandémie. Alors, qu'est-ce ça a bouleversé la vie au travail des salariés. Pas que des salariés d'ailleurs, de l'ensemble des travailleurs, qu'ils soient salariés, indépendants, agents publics, etc. Parce qu'Emmanuel Macron en a parlé hier, il a dit qu'on s'était habitué à lui, il en a parlé en disant, finalement, les gens se sont habitués à moins travailler. Ouais, imaginez, quand vous êtes aide-soignant, quand vous travaillez dans un commerce, quand vous travaillez dans une usine agroalimentaire, quand vous ramassez les déchets, etc., que vous avez été là. Pendant les 2 mois de confinement, ces travailleurs et travailleuses-là, ils ont été là. Ils nous ont permis, des fois, ça ne veut pas dire qu'on ne travaillait pas chez nous, en télétravail, mais ils nous ont permis de vivre un peu correctement, si je puis dire, en tout cas d'avoir les besoins essentiels qui soient pourvus. Et ces travailleurs-là,
travailleuses, souvent d'ailleurs, c'est souvent des femmes, on les a pas, elles étaient invisibilisées, on n'en parlait pas jusqu'alors. Là, tout d'un coup, ils ont dit, on les a applaudis à 20h. Puis après le confinement, on leur a dit, on va vous reconnaître quand même, parce que c'est des salaires faibles, c'est des conditions de travail qui sont compliquées. Il y a eu le Ségur, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu le Ségur dans la santé, vous avez raison. Dans les autres secteurs, ça a été compliqué. C'est vrai. Il y a eu quelques avancées par la voie des accords qu'on a signés dans les branches. Je pense aux aides à domicile avec une augmentation de salaire. Je pense à l'hôtellerie-restauration, effectivement. Mais tout ça, d'abord, a été un peu grignoté par l'inflation. Oui. Qui est apparu après, notamment avec la guerre en Ukraine. Mais il n'y a pas eu d'autres éléments de reconnaissance, notamment sur les conditions de travail. Et ce qu'on leur dit, c'est finalement, pour vous récompenser, vous allez travailler 2 ans de plus, dans des professions qui sont parfois quand même les plus difficiles, quoi. Et donc, il y a une forme de révolte qui s'opère dans ces secteurs professionnels. Et c'est ça qui fait la masse. Parce que cette mobilisation, elle a 2 spécificités par rapport aux autres qu'on a connues précédemment. C'est la sociologie, la diversité professionnelle des salariés qui se mobilisent. Ça, c'est quelque chose que vous notez. C'est très frappant. Très frappant. Et dans le cortège parisien, aujourd'hui, c'était encore très frappant. Il y a vraiment des gens. Beaucoup, par exemple, dans le secteur, la CFDT, est déjà une organisation très implantée. Nous, dans le privé et dans ce qu'on appelle les travailleurs de deuxième ligne. Notre plus gros syndicat, CFDT, c'est les salariés du nettoyage d'Île-de-France. Mais par exemple, les salariés du nettoyage de l'agroalimentaire aujourd'hui ou des petites entreprises de la métallurgie, c'était très important. Et puis le deuxième élément, c'est ce que vous avez dit, c'est partout en France, quoi. À Morlaix, aujourd'hui, il y avait encore 10 000 personnes. À Saint-Nazaire, il y en avait 13 000. C'est énorme. Et donc, dans des endroits, et parfois dans des villes encore plus petites que celles que je viens de citer, il y avait à Ancenis, je ne sais pas si tout le monde sait où c'est Ancenis, entre Nantes et Angers, il y avait 7 500 personnes aujourd'hui. Vous voyez ? Donc ça veut dire que c'est l'ensemble du monde du travail qui dit aujourd'hui, non, on ne veut pas de cette réforme des retraites. On en veut une autre, ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas. Moi, j'ai été un peu choqué par les mots hier en disant les gens se sont habitués à ne pas travailler pendant le confinement. Imaginez comment vous recevez ça quand vous êtes dans les professions dont je viens de parler. Vous le recevez très mal. Vous avez analysé ce qui pour vous fait la spécificité de cette mobilisation. Il s'est passé quelque chose, Laurent Berger, depuis jeudi dernier. On a des images. C'est le retour, si je puis dire, d'une violence très impressionnante dans les opérations de maintien de l'ordre et dans le déroulement d'un certain nombre de mobilisations et de manifestations. On pense, c'est une vidéo de Loopsider donc, qui nous autorise à la diffuser, qui a été prise, je crois, cet après-midi. On a vu plusieurs mobilisations qui ont essaimé un peu plusieurs grandes villes de France le soir, plus ou moins déclarées, avec là aussi des images qui font le tour des réseaux sociaux. Comment est-ce que vous analysez, vous, cette réaction des forces de l'ordre à l'occasion de ce mouvement ? Là, vous avez devant vous, moi, la violence, depuis le début, qu'elle soit d'ailleurs physique ou symbolique, l'atteinte aux biens et aux personnes, en tout point, je la condamne. Je pense que dans une société démocratique, il n'y a pas de place pour ça. Dans un débat, une confrontation démocratique entre des gens qui sont d'accord sur un sujet et d'autres qui sont en désaccord sur le même sujet, il n'y a pas de place pour ça. Ces images, elles posent le problème de ce qu'on voit depuis quelques jours maintenant. Apparaître, c'est-à-dire un changement de doctrine dans le maintien de l'ordre. Et oui, parce que ça se passait relativement bien. Alors, il y avait plusieurs éléments qui faisaient que ça se passait bien. C'était d'abord parce que, au début, les mobilisations, elles étaient uniquement syndicales. Et donc, je crois qu'on a un savoir-faire là-dessus et on s'organisait. Et c'est vrai que dans une relation avec le préfet de police, qui est... Il y avait la communication, du dialogue sur le tracé. La communication et du dialogue. Il y a, c'est vrai... Et on en a été victime, y compris dans nos services d'ordre de la CGT et de la CFDT, des Black Blocs, comme on dit, qui sont intervenus et qui, je crois, sont pas forcément pour ou contre la réforme des retraites, etc., mais de façon assez indistincte, ont parfois attaqué. Mais là, on voit une évolution de la doctrine, c'est-à-dire que... Donc ça n'a pas changé de votre côté. C'était la question que j'allais vous poser. Vous êtes toujours pour travailler à des... Non, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. D'ailleurs, c'est désolant, vous savez, y compris pour les salariés qui se mobilisent. Il faut se dire que les gens qui étaient mobilisés cet après-midi à Paris ou ailleurs, ils perdent une journée de salaire ou une demi-journée de salaire. Ils ne le font pas. Parfois, s'ils ne perdent pas ça, ils viennent sur leur temps libre. Donc, il y a quand même un engagement. Et là, tout d'un coup, les images qui sont passées sur les chaînes d'infos en continu en soirée, c'est que ces images de violence. Donc vous imaginez bien, nous, ça nous dérange. Parce que, y compris, on pense que
le gouvernement pourrait se saisir de ça en disant regardez, c'est pas tolérable, l'opinion pourrait se retourner et dire écoutez, il faut arrêter tout ça parce que ça provoque de la violence. Donc nous, c'est contre notre cause lorsqu'il y a de la violence. Mais je reviens sur les images qu'on a vues qui montrent. Je ne sais pas du tout. J'ai pas le contexte là. Voilà. Je sais que c'était cet après-midi à Paris. Mais donc il faut toujours avoir le contexte. Mais ceci étant, des gens assis à qui on donne des coups de matraque. C'est dur d'avoir un contexte. Là, je vous rejoins. C'est dur d'avoir un contexte. Mais ceci étant, quand vous avez quelqu'un qui est assis, il faut pas donner un coup de matraque. Sacha. Ça fait une semaine qu'on voit des images comme ça sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous n'avez pas peur que les mobilisations, elles glissent de la réforme des retraites justement à des mobilisations anti-flics, entre guillemets, anti ce pouvoir qu'on qualifie parfois d'antidémocratique aussi? Vous n'avez pas peur justement que le combat vous échappe un peu, entre guillemets, sur la réforme des retraites à cause de ça? Il faudrait pouvoir chiffrer, ce que je ne suis pas capable de faire à l'heure qu'il est. Combien de situations de ce type on a rencontré en France? On sait aujourd'hui qu'à Paris, ça a été compliqué. C'était compliqué à Nantes, c'était compliqué à Rennes, et c'était compliqué à Lorient pour l'instant. Mais il y a tout un tas, un peu à Lyon, mais il y a tout un à Lyon quand même. Mais il y a eu tout un tas d'autres endroits où ça s'est passé pacifiquement. Ce qui est sûr, c'est que depuis jeudi, on avait un mouvement social sur un sujet social qui était mal pris, qui était celui du travail et des retraites. Depuis jeudi, on voit bien qu'il y a un glissement sur un sujet démocratique. Oui, avec le 49.3. Et encore une fois, je vais être très clair, le 49.3, c'est pas antidémocratique à partir du moment où ça utilise des règles qui sont prévues par notre Constitution. Mais là, moi j'ai employé le terme de vice démocratique. Vice démocratique, ça veut dire qu'on ne pouvait pas utiliser le 49.3, de mon point de vue, sur une réforme qui change fondamentalement la vie de millions et millions de travailleurs, où le débat parlementaire a été escamoté. Il y a une opinion publique qui est largement contre cette réforme. Il y a 94% des actifs qui se sont déclarés encore la semaine dernière opposés à cette réforme. 94% des actifs, 70% de la population. Ce qui veut dire que c'est beaucoup du côté des retraités. C'est pas étonnant, hein. Ils sont moins engagés, d'une certaine manière, par cette réforme qui a plutôt des opinions favorables. Et avec un mouvement social qui est inédit ces 40 dernières années. Et le passage ne peut pas être au 49.3. Et surtout, la justification qui a eu lieu après le 49.3, c'était... Écoutez, on n'allait pas jouer à la roulette russe, ou on n'allait pas jouer à pile ou face. Mais depuis quand la démocratie, c'est jouer à la pile ou face enfin, vous imaginez, on ne peut pas rentrer sur un terrain lorsqu'on fait du sport et dire je ne rentre pas parce que si ça se trouve, je vais pouvoir perdre. Non, si vous voulez faire du sport, vous rentrez sur le terrain, puis vous gagnez, vous perdez. Là, il fallait aller au vote jeudi dernier. Moi, je suis persuadé que ça changeait tout. Le vote, on le sait maintenant, il aurait été négatif. Vous le pensez ? J'en suis persuadé. Parce que 3 députés. Parce que, pour reprendre ce qu'a dit Adèle tout à l'heure, on avait suffisamment travaillé, et pas que les gens dont elle a parlé. Donc j'étais persuadé, évidemment que je le savais, que le vote aurait été négatif, mais pas que moi, a priori. Non, Elisabeth Borne, est d'accord avec vous? Parce que sinon, il ne serait pas passé par le 49.3. Ouais. Et ça, ce passage-là, il n'est pas antidémocratique au sens... premier du sens antidémocratique, mais il porte un vice démocratique sur un truc qui concerne la vie des gens et sur lequel on ne pouvait pas passer comme ça. Malek. Laurent Berger, là, hier, on a entendu le président de la République nous parler de dialogue social. Est-ce que le dialogue social est possible lorsque vous êtes ciblé nommément, quand on dit que vous êtes désavoué par vos propres adhérents? Et puis ensuite, pour qu'on sache un petit peu et qu'on soit un petit peu dans les coulisses, votre dernière rencontre avec le ministre du Travail, est-ce qu'il s'y est passé, s'il vous plaît? Alors... Hier, moi, j'étais à Bruxelles, parce que je suis le président de la Confédération européenne des syndicats, et on avait une rencontre, d'ailleurs, c'était assez drôle, si je puis dire, avec la présidente de la Commission et les représentants d'un certain nombre de pays, de pays européens, des représentants syndicaux. Donc, comme quoi, il y a des endroits où on peut encore discuter avec les dirigeants politiques. Mais non, j'étais un peu abasourdi quand, nommément, il m'a pris de front... Mais moi, je ne veux pas en faire une question personnelle, ça ne m'intéresse pas en vrai, mais c'est faux. Ce qui m'a agacé, c'est que c'était faux. C'est mensonger. Les deux sujets sur lesquels... Je précise qu'il a déclaré que vous étiez favorable à un report de l'âge légal de départ à la retraite et que vous l'aviez proposé à votre congrès qui avait voté contre. Oui, c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Depuis 1998, la CFDT, dans tous ses textes de congrès, si ça vous amuse de les lire, il y a des choses... ça m'amuse. Ouais. Il y a des choses plus passionnantes à faire dans la vie quand même, mais allez voir depuis 1998... de l'année dernière. Sur le site de la CFDT, vous le trouverez aisément. Depuis 1998, la CFDT dit... avec des phrases qui sont différentes à chaque fois, mais que le report de l'âge légal de départ, on est contre.
parce qu'on trouve que c'est la mesure la plus injuste. Et dans notre congrès, tout notre congrès, on débat. Et moi, ce qui m'amuse, c'est que d'abord, quand on fait de la démocratie interne, on est accusé d'être mis en minorité. Non, on fait de la démocratie. Ouais, c'est quand même une Nous, on va au vote même quand on les perd. Oui, c'est la et ce que disait le texte, c'est que s'il y avait une augmentation de durée, d'espérance de vie dans les années à venir, c'était sur la durée de cotisation et sûrement pas sur l'âge qu'il fallait jouer. Et là, les syndicats de la CGT, ils ont dit non, mais attendez, on est encore en train d'augmenter la durée de cotisation. À la loi Touraine, c'est la dernière réforme des retraites, ça va jusqu'à 43 ans de cotisation. Donc, c'était faux factuellement. Et il a dit, il y a un autre gros mensonge, c'est qu'on aurait été pour sur l'allongement, le report de l'âge légal, ce qui n'a jamais été le cas. Et puis, il a dit, en gros, il n'y a jamais eu de contre-proposition. Mais oui, c'est donc, la première et en question que je gros, vous ai posée. en gros, Berger, il n'est pas capable d'un compromis. Et comment c'est possible le dialogue social? Non, mais vous quand on dit voyez, ça de hier, Laurent on avait Berger une intervention d'un président de la République, dans une grave crise sociale qu'on est en train de traverser, et une crise démocratique quand même, une crise politique, d'une certaine manière. Et il s'attaque aux représentants de la première organisation syndicale de ce pays. C'est pas très smart. C'est quand même... et puis c'est complètement stérile. Oui. Non. Et le deuxième élément, c'est... Surtout pour vous tendre la main derrière en vous disant qu'il va réouvrir des discussions vous savez, sur le quand vous partage de la tendez valeur. la main à quelqu'un et que le premier truc que vous faites, c'est vous lui mettez une gifle, c'est rare qu'il vous saisisse la main C'est pour quand vous la serrer dernière la fois main. que vous avez échangé avec le président de la République, Laurent Berger? En décembre. En décembre dernier, d'accord. Vous l'avez Depuis envoyé depuis le 10 décembre, que ce soit n'importe quel responsable syndical de l'intersyndicale, des 8 organisations syndicales, aucun d'entre nous n'a rencontré, depuis la dernière rencontre avec la première ministre pour la finalisation de la concertation, c'est-à-dire depuis le 10 décembre, disons, quand la réforme a été annoncée, aucun d'entre nous n'a rencontré ni le président de la République, ni la première ministre, ni le ministre du Travail. D'accord. Je ne connais aucun autre pays européen. Justement, j'allais vous demander, parce que Laurent En tout Berger, cas, vous dans avez les connu d'autres présidents de la République et la CFDT, on a connu d'autres par le passé. Ça se passe comment un dialogue entre une centrale syndicale aussi importante que la CFDT avec un président de la République, voilà, le prédécesseur de M. Macron, François Hollande, Nicolas Sarkozy? Il vous appelait, il y avait des moments où vous aviez l'occasion de parler, d'échanger. Il y a un style différent ou c'est normal? Oui, non, il y a un style différent. Après, il ne faut pas non plus que le président, ce qui est un peu le problème avec M. Macron, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est un ancien de ses premiers ministres qui dit le président, il doit présider et le gouvernement, il doit gouverner. C'est bien dit, oui. Ouais, c'est basique, mais c'est quand même un peu la réalité et c'est pas exactement ce qui se passe. Mais c'est pas illogique. Il y a eu des choses différentes, mais avec tous les présidents de la République, il y avait en gros tous les 2 fois par an ou 3 fois par an un temps de rencontre pour faire le point sur la situation sociale, les défis, etc. Et peut-être des fois parler d'un sujet particulier qui était confié après au gouvernement. Mais ce qui est frappant là, c'est qu'on a proposé de le rencontrer. Mais justement, j'allais vous poser la question. Vous avez envoyé un courrier, quand je dis vous, c'est l'intersyndical, lui a envoyé un courrier il y a maintenant 20 jours, lui proposant une rencontre, et il a fait savoir qu'il ne souhaitait pas vous rencontrer. Oui, il a dit je ne vous rencontre pas. Puis on n'a pas été envoyé vers la première ministre, ni même vers... Il n'a même pas fait forwarder quoi. D'accord, ok. Ni même le ministre. Non, mais juste pour vous dire, c'est pas très grave pour les responsables des syndicats. Ce qui est grave, c'est pour les salariés qui sont dans la rue. C'est pour les salariés qui sont impactés sur la réforme des retraites. Et ce qui est grave, c'est que vous parliez des anciens présidents. Il y a eu une réforme des retraites où on était en opposition, parce que c'était aussi le recul de l'âge en 2010. Mais il y avait des contacts entre l'Élysée et les organisations syndicales. Ouais, vous parliez. Il y avait au moins un dialogue, il y avait au moins ça. C'était pas suffisant, mais il y avait au moins ça. Claire, le président de la République a parlé de foule. Oui. Alors oui, moi je voulais un peu votre opinion sur déjà ce terme et ce à quoi ça renvoie. Parce que lorsque vous disiez, on regarde un peu les mobilisations actuelles avec les lunettes de l'ancien monde, et puis il y a eu quelque chose de nouveau, moi je pensais que vous alliez aussi parler des gilets jaunes. Et c'est vrai que du coup, il y a un rapport au sein des manifestations où il y a d'autres mouvements qui sont venus s'agencer aussi aux mouvements syndicaux et d'autres aspirations aussi. Du coup, c'est un format un peu hybride par rapport aux manifestations traditionnelles, etc. Les manifestations syndicales qu'il y a eu, il y avait en fait un public qui était vachement plus divers que même ceux qui sur vont la jeunesse, sur le climat, en tant que travailleurs en fait. Ouais. Et du coup, je voulais votre point de vue en fait sur cette mutation là en fait du mouvement social et la manière dont finalement ce mouvement sur la réforme des retraites c'est venu canaliser tout un tas de mouvements qui étaient un petit peu périphériques. C'est venu un peu résumer tout ça finalement et la manière dont le pouvoir balaye tout ça
en disant c'est la foule qui n'a de toute façon Pas de légitimité. Non, mais l'utilisation du terme foule, ça renvoie d'ailleurs de façon maladroite et fausse, encore une fois, à des choses qu'a écrit Victor Hugo sur la différence entre la foule et le peuple, qui sont très intéressants à lire. Mais clairement, je crois qu'il y a une volonté de déconsidération du mouvement social qui s'est opéré. Et donc, de vouloir parler de foule, ce serait la foule, vous savez, c'est ce dont on peut parfois avoir peur, c'est-à-dire des choses non structurées, la brutalité, etc. La non-maîtrise, d'une certaine manière. Ce qui s'exprime aujourd'hui dans la rue encore, c'est pas ça. C'est très structuré. C'est des gens qui sont en désaccord avec la réforme des retraites. Mais là où je vous rejoins, clairement, c'est que, vous savez, c'est pas nouveau qu'il y a dans le monde du travail du ressentiment. Je vous ai parlé du confinement. Nous, l'année dernière, on avait organisé à plusieurs reprises ce qu'on avait appelé la marche des essentiels. Et le 8 mars, notamment, les essentiels. Vous savez, on ne va pas pouvoir refaire partir dans l'invisibilité tous ces travailleurs et travailleuses qui, par exemple, télétravaillent pas, quoi. Vous voyez, on a l'impression maintenant qu'on peut parler du travail que si on parle du télétravail. Il y a 70% des gens qui télétravaillent pas. Et ceux-là, c'est quoi comment ils s'arrangent avec leur vie personnelle Qu'est-ce que vous faites quand vous télétravaillez ? Vous mettez la tournée de linge. Non, mais je vais être basique, mais c'est des choses comme ça. Ouais. Vous en profitez peut-être pour aller chercher le petit dernier un peu plus tôt parce que vous vous êtes arrangé sur vos horaires du temps de midi, etc. Enfin, je sais pas, parce que vous avez une tâche. Mais dans le monde du travail, il y a des gens qui, aujourd'hui, ont le sentiment qu'ils vont retourner dans leur invisibilité et dans une espèce de condescendance un peu surplombante à leur égard. Et il se trouve que, parce que tout le monde s'est interrogé pourquoi la CFDT est aussi présente dans les cortèges, sont très, très orange, notre couleur. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, nous, on est cette organisation-là, de ces gens-là. Ça ne se savait pas, mais nous, on est d'abord une organisation du privé et des travailleurs de la deuxième ligne. Notre plus grande fédération, c'est la fédération des services. Ouais. Les services, c'est chez nous le nettoyage, la sécurité privée, l'hôtellerie, la restauration, la grande distribution, le commerce, principalement. Donc vous voyez, c'est que là, je pense et ce qu'ils expriment, c'est une envie de reconnaissance. C'est vrai que le sujet retraite coagule tout ça. Mais cette envie de reconnaissance, il est aussi sur la question de reconnaissance des compétences, en termes de salaire et tout. Et potentiellement, si le gouvernement, si le président de la République n'a pas une espèce de sagesse en disant on met sur pause et on discute du travail, je pense que ça peut s'enchaîner sur des mouvements qui, au-delà des retraites, sera sur un autre sujet. Ce que je voulais pointer, c'est qu'en fait, il n'y a pas que ça. On a la sensation, depuis le début de la semaine, qu'il n'y a pas que ça qui se joue. On a vu notamment la jeunesse être très présente tous les soirs dans les rues de Paris. Et en fait, c'est sur la réforme des retraites. Mais ça dépasse un peu ça. C'est des questions de démocratie, c'est aussi des questions de reconnaissance, etc., sous la forme de la reconnaissance de la parole et de l'acte citoyen. Et donc la question, c'est aussi par rapport à la suite du mouvement. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça maintenant ? Maintenant que tout ça est là, que toute cette colère, elle est là, que toute cette diversité d'âge et de personnes est là, comment on avance ? On avance en faisant pause et en regardant ce qui pose problème. C'est-à-dire on était dans une crise sociale. Depuis jeudi dernier, c'est une crise démocratique. Et c'est vrai qu'on ne va pas se raconter d'histoire. Les jeunes, sur la question des retraites, jusqu'à jeudi dernier, ils n'étaient pas ultra mobilisés. Et franchement, je vais vous dire, je ne trouve pas ça choquant du tout. Parce que... Il y en avait quand même, on a vu sur ce plateau. Oui, mais c'était pas mobilisé comme quand on a fait les mouvements du CPE, parce qu'on a comparé avec ça, etc. Pas comparable. C'était pas comparable du tout avec, là je vous parle de la préhistoire, mais le contrat initiative, le CIP, etc. C'était pas comparable. Ouais. Donc, je pense que même les cortèges syndicaux... de jeunes salariés, mais au-delà des syndiqués, il y avait énormément de jeunes de ce que j'en ai vu, de ce que j'en ai vécu. De jeunes salariés, j'ai pas dit syndiqués, j'ai dit de jeunes salariés, oui, bien sûr. Il y avait beaucoup de jeunes salariés. J'ai vu aussi plein d'étudiants se mobiliser aussi en faisant le lien entre retraite et climat notamment. Donc Oui, il y en avait, mais il n'y en avait pas à la hauteur de ce qu'on a connu dans d'autres mouvements. Et depuis jeudi, il y a un sujet démocratique. Et donc c'est quoi la suite, avec parler de faire pause. Et la suite, elle appartient... D'abord, je crois qu'il faut... vous voyez bien que ce qui se passe, pas qu'à Paris d'ailleurs, dans des mouvements le soir spontanés,
c'est pas forcément sur un appel d'organisation structurée. Pas forcément. Et donc là, il y a un sujet qui est posé. Il se passe, moi je crois que si on règle le problème des retraites, qui est quand même le déclencheur de tout ça, et on comprenne enfin que la démocratie, c'est pas simplement confier les clés du camion à quelqu'un ou à des gens pendant 5 ans, mais c'est écouter ce qu'on appelle, c'est pas un beau mot, c'est pas une belle expression, mais les corps intermédiaires ou la société civile. Dont les syndicats. Bah oui, mais parce que c'est quoi une démocratie ? C'est ce qui doit régir les règles d'une société. Une société, c'est traversé par des intérêts très contradictoires. Très contradictoires. Donc, dans une entreprise, quand vous êtes salarié, votre intérêt de salarié n'est pas en tout point identique à celui de votre employeur. Dans la société, on a des intérêts qui sont parfois contradictoires. Des fois, nous-mêmes, on a nos propres paradoxes individuellement. Et donc, pour ça, il faut des groupes qui regroupent des citoyens et puis qui confrontent à d'autres sur leurs propres intérêts. Si on nie cette société, cette épaisseur de la société, ce besoin de s'organiser avec la société civile, si on nie une aspiration sur laquelle on ne reviendra jamais, et moi je m'en réjouis, qui est que les citoyens en tant que tels, dans leur singularité, veulent aussi être écoutés. Ce qui n'est pas simple à organiser, parce que l'intérêt général, ce n'est pas la somme des intérêts particuliers. Mais si on nie ces 3 dimensions de la démocratie représentative, le suffrage universel, ça se respecte. Vous savez, moi, je suis engagé dans le syndicalisme international, je vois trop de collègues, de camarades... Peut-être une dernière question pour... Mais juste pour vous dire, je vois trop de camarades qui voudraient juste simplement de la démocratie et pouvoir exprimer dans le bulletin de vote. Donc c'est encore très fort, cet intérêt-là. Mais à côté, il y a la démocratie sociale et la démocratie citoyenne, appelons-la comme ça, qui doivent être entendues. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'est que sur le premier axe. On a voulu parler des retraites, mais on a essayé de faire un compromis politique avec la droite. Sacha. Je vais rebondir un peu sur ce que disait Claire, sur la suite. La réforme est adoptée. On sait que la CFDT, elle est plutôt légaliste dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'elle suit un peu quand une loi est votée. Et vous disiez tout à l'heure que vous allez poursuivre les mobilisations et que le 49.3, c'est pas anticonstitutionnel, mais pour le coup, c'est antidémocratique. Est-ce que du coup, on n'est pas un tournant dans la doctrine un peu de la CFDT là ? Non, pas du tout. Moi, d'abord, je ne dis pas que le 49.3, c'est antidémocratique. Je dis que c'est un vice démocratique. C'est-à-dire qu'il peut être justifié sur certains sujets, et d'ailleurs, il est utilisé pour ça, et il peut des fois être un objet de déblocage, en fait, en vrai. Notamment pour avoir un budget dans un pays qui n'arrive pas à se fixer un budget par la voie du fait majoritaire. Mais que sur ce sujet-là qui touche la vie concrète des gens et de l'ensemble de la population, c'est un vice démocratique. La CFDT, je pense que c'est nécessaire il n'y a pas que la CFDT, il faut respecter la loi. Mais cette réforme, elle est adoptée, dont acte, mais elle n'est pas promulgable pour l'instant parce qu'il y a encore le Conseil constitutionnel qui doit se prononcer. Vous en attendez beaucoup ? Le Conseil constitutionnel, il doit se prononcer sur 2 sujets. Lesquels ? Il doit se prononcer sur la constitutionnalité du texte et sur la méthode. Est-ce que dans le texte, il y a des éléments qui justifiaient d'être dans ce texte-là, qui sont constitutionnels parce que je rappelle que c'est un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative. Donc, parler d'un nouveau contrat de travail qui s'appellerait le CDI senior, est-ce que c'est bien dans ce type de texte qu'on peut le trouver, par exemple ? Mais il doit aussi se positionner sur est-ce que la procédure parlementaire suivie, elle était constitutionnelle. Enfin, il faut quand même dire que c'était un texte dont on a étriqué les modes de débat. Et puis, il doit se prononcer sur un autre élément, le Conseil constitutionnel, c'est un référendum d'initiative partagée qui a été déposé par un certain nombre de parlementaires. Et je vous rappelle que ce référendum d'initiative partagée, c'est une possibilité offerte aux parlementaires pour dire on veut discuter, on veut que les citoyens soient consultés sur un certain nombre de points. Le Conseil constitutionnel doit dire, sur un point, il doit dire si sur ce point-là, c'est recevable. Est-ce que c'est une réforme qui est proposée ? Et après, il y a 9 mois pour avoir 10% du corps électoral, c'est-à-dire 4,8 ou 9 millions de citoyens qui doivent dire oui, nous, on veut aller à la consultation citoyenne sur ce sujet-là, et les gouvernants sont obligés de le faire. Sauf s'il est... C'est très compliqué, mais sauf si le Sénat ou l'Assemblée s'en saisissent. Donc, vous voyez, nous, on attend ça. Et après, quand la loi elle sera promulguée, il n'y a pas que la CFDT. Toutes les autres organisations syndicales, on a encore discuté tout à l'heure dans ce qu'on appelle le carré-tête de la manifestation, se disent, de toute façon, on ne va pas appeler les gens à aller dans le mur. Vous voyez, on porte une responsabilité quand on appelle à une mobilisation. La prochaine, c'est mardi. On allait vous demander, la prochaine date a été déterminée. Oui, c'est mardi prochain, le 28. On demande à nos
adhérents, mais pas qu'à nos adhérents, aux salariés, pour se mobiliser, de faire grève. Ça a juste une conséquence assez concrète sur leur vie. Et je vous ai parlé des catégories professionnelles les plus nombreuses dans ces manifestations. Donc, après, quand elle sera promulguée, si jamais elle est promulguée, on verra bien. Moi, je pense que ça créera un profond ressentiment. Comment il s'exprimera, je suis incapable de le dire. Et ça, dans le monde du travail, il n'y a pas que le sujet des retraites, où il y a parfois un peu de ressentiment. Donc je pense que le président de la République, par son intervention hier, il prend un énorme risque. C'est de mettre, d'embraser un peu dans un contexte qui est déjà assez tendu. Donc j'espère qu'on aura encore les voix, soit par une initiative de sa part. Maintenant, c'est la seule voie possible du côté du pouvoir. Soit peut-être par le voie des décisions du Conseil constitutionnel. Mais du coup, si la loi est promulguée, comment vous allez gérer les colères ? Mais ce ne sera pas qu'à nous de le faire. Ce ne sera pas qu'à nous de le faire. Nous, il faudra qu'on discute comment les choses se poursuivent sur un certain nombre de terrains. On veut regarder comment les choses vont se poursuivre en intersyndical. Mais clairement... au bout d'un moment, vous avez pris le terme légaliste. Je pense qu'une vie collective fait qu'on respecte une organisation comme la nôtre, qui est une organisation importante, et les autres dans l'intersyndicale le sont. Enfin, pour nombre d'entre elles, sont aussi des très grandes organisations. On n'emmène pas les gens dans le mur. On a une responsabilité. Si la loi est promulguée, vous quittez l'intersyndicale ou pas ? Non, mais il n'est pas question de quitter l'intersyndicale, parce que si la loi est promulguée, je peux vous dire, pour en avoir discuté avec mes collègues tout à l'heure, qu'ensemble, on regardera les voies de la mobilisation. Mais vous imaginez bien qu'on ne va pas appeler les salariés à faire grève et à se mobiliser une journée par semaine. Parce que moi, vous savez, la pureté absolue qui consiste à se dire on prend la sécurité absolue, et puis de finir à 100 000 personnes dans les rues en France, partout en France, qu'on a été 1,5 million aujourd'hui, selon les chiffres de la police, ça serait ridicule. Le syndicalisme, il a fait la démonstration de sa force dans ce mouvement social, à part son unité et par la capacité d'organiser des mobilisations. On ne va pas se ridiculiser à la fin. Donc on trouvera les moyens de continuer autrement. Malek. On a la réaction d'Elisabeth Borne, la première ministre, à la suite de cette journée de mobilisation. Elle dit manifester et faire entendre des désaccords, c'est un droit. Et ensuite, elle précise, et elle réduit cette journée de mobilisation à cela. Les violences et dégradations auxquelles nous avons assisté aujourd'hui sont inacceptables. Et elle apporte toute sa reconnaissance aux forces de l'ordre et de secours mobilisés. Laurent Berger, vous l'avez dit, il y a des mouvements annexes à ces journées de mobilisation là qui sont en train de se lancer. C'est quoi la place de la CFDT ? C'est quoi la place des syndicats aussi auprès de la nouvelle génération pour qui la question du rapport au travail est importante avec la pandémie, mais pas que, aussi avec la question climatique et tout ce que ça englobe. C'est quoi la place de la CFDT et des syndicats pour la suite ? Juste la réaction de Madame Borne que vous m'apprenez, c'est un peu le risque de ce qui va se passer. C'est-à-dire que le prisme, vous savez, moi j'ai des collègues à vous, journalistes, qui aujourd'hui m'ont dit, les chaînes en continu, ils parlent que des violences depuis 15h cet après-midi. J'ai envie de dire, bordel, il y a des millions de salariés qui se sont mobilisés et vous êtes en train de les nier, quoi. Donc là, c'est un peu ce principe-là, c'est-à-dire vous avez le droit de manifester, mais on n'en parle pas. Par contre, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler des violences. Moi, je pense que c'est contre. Ouais, c'est pour ça qu'on l'a fait, mais ça joue contre nous. Je pense que ça joue contre nous. Après, vous posez la question de l'engagement dans le monde du travail des jeunes salariés. C'est un défi. Vous avez reçu Philippe Martinez, je crois, il n'y a pas très longtemps. C'est un défi qui nous est posé. Mais je pense qu'il faut qu'on intègre les nouvelles attentes. Moi, je pense que les attentes autour du travail, c'est pas que générationnel, mais elles ont totalement bouleversé depuis la pandémie. Mais c'est pas que générationnel. Mais il y a un phénomène, il y a une accentuation chez les jeunes salariés de la question du sens. Alors moi, j'ai toujours un peu de mal parce que j'ai pas le sentiment de faire partie d'une génération où on s'en foutait du sens au travail. Mais c'était pas aussi prégnant. D'abord pour une raison simple, c'est que moi, là où j'ai grandi, quand je cherchais du boulot dans l'Ouest, à Saint-Nazaire, il y avait 15 ou 16% de chômage, quoi. Ouais. Donc, quand on en chopait un, on était déjà pas mal contents. Tant mieux, mais ça a inversé le rapport de force d'une certaine manière. Donc, la question du sens, la question de la façon dont on est considéré. Vous savez, dans toutes les enquêtes qu'on fait, nous, auprès des salariés, c'est le respect et la reconnaissance qui reviennent le plus comme aspiration. Et puis, les conditions d'exercice.
Et dedans, vous allez avoir, par exemple, la question du télétravail, des horaires de travail, la prise de jours particuliers, enfin tout ça. Donc nous, il faut qu'on entende ça. Et c'est plus... on est des organisations qui, depuis 20 ans maintenant, avaient beaucoup investi sur le terrain de l'emploi, etc. Et là, il faut qu'on bifurque, qu'on a déjà commencé à le faire, sur la question du travail. Et après, l'engagement syndical, c'est quelque chose qui était plutôt construit au départ, sur une grande entreprise où on commence à travailler, on reste longtemps. Et on reste moins longtemps maintenant, les entreprises. La mobilité. Et donc, moi, par exemple, quand on recherche des représentants du personnel, c'est sur des durées de 4 ans, dans ce qu'on appelle les comités sociaux et économiques. Il y a des salariés qui nous disent 4 ans, c'est trop long. Alors que quand on l'a passé de 2 ans à 4 ans, on disait mais c'est pour ça, c'est pour que les gens aient le temps d'exercer leur mandat, quoi. Ouais. Juste avant de te donner la parole, Claire, Emmanuel Macron, hier, dans son interview, a laissé entendre qu'il ouvrirait bientôt des discussions avec les partenaires sociaux autour du sujet de la répartition de la valeur dans l'entreprise. Il a reconnu une injustice lorsque des entreprises dégagent des profits faramineux et que les salariés n'en voient pas la couleur. Est-ce que vous êtes ouvert à la discussion avec le gouvernement sur une discussion de loi, un projet de loi là-dessus? Ce qui est frappant, c'est qu'hier, il dit ça, c'est très bien. Moi, je pense qu'il faut la répartition de la valeur qui est créée, de la richesse qui est créée dans une entreprise, il faut qu'il soit mieux réparti entre le travail et le capital, mais aussi avec l'investissement, mais aussi pour le bien commun, à travers la fiscalité. Mais on vient de signer un accord avec les organisations patronales sur le partage de la valeur ajoutée, qui instaure un dispositif de participation obligatoire dans les entreprises qui dégageraient des bénéfices. Et alors pourquoi il annonce un projet de loi là-dessus? C'est à lui qu'il faut que je pose la question, du coup. Mais... ouais, c'est ça. D'accord, qui vient d'être signé, du coup. mais vous voyez, moi je crois qu'il y a une ultra-centralisation qui est en train de s'opérer, et que toutes les initiatives qui peuvent s'opérer, d'ailleurs au niveau national, comme au niveau dans les régions, dans les associations, etc., c'est toujours reconnu comme étant moins important que si on fait une loi. Après, il a aussi annoncé hier le fait de pouvoir taxer non pas taxer les super profits, mais à travers les profits, notamment sur le rachat d'actions, qui est quand même un phénomène assez scandaleux, de se créer artificiellement en rachetant les actions de l'entreprise de la richesse. Mais très bien, mais c'est pas suffisant en fait, parce que y compris la réforme des retraites, elle se fait pourquoi? Parce qu'on nous dit qu'il y a un déficit sur le système des retraites, mais c'est parce que on veut afficher quelque chose sur les dépenses publiques en se privant d'autres ressources aussi. Donc il y a une espèce de dogme. Ça a eu le mérite d'être clair dans la bouche du président de la République hier, qui a dit encore, que, en gros, votre seule solution, vous les opposants à la réforme, c'est le déficit. C'est la dette, c'est l'endettement. Non, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Je veux dire, on n'a jamais été. D'abord, c'est presque insultant parce que sur la réforme des retraites, nous, en ce qui nous concerne, quand le système était vraiment gravement menacé, il faut savoir que en 2003, par exemple, c'était 50 milliards par an le déficit qui était. Là, aujourd'hui, on est à 10 milliards. Vous voyez, c'est pas la même chose, sur 350 milliards versés tous les ans sur les retraites. Donc il y a un déficit, il faut en discuter, il faut regarder comment on le comble, mais expliquer qu'on serait juste des irresponsables parce qu'on ne veut pas le faire de cette manière-là, c'est incroyable. Mais il y a un sujet de déficit public, ouais. Mais regardons comment on le comble, y compris en regardant autrement la question de la répartition de la richesse. Regardons comment on le comble à travers la fiscalité, mais aussi à travers des choix qui pourraient être faits dans les dépenses publiques. Il n'y a pas de sujet tabou pour la CFDT. Mais enfin, on voit bien qu'aujourd'hui, la santé et l'éducation, c'est quand même des trucs fondamentaux. Le grand âge, en gros, là où on confie les gens les plus importants pour nous, quoi. On n'est pas capable de voir des systèmes qui restent au même niveau qu'ils étaient. Donc on a besoin de la dépense publique. Claire. Alors, je reviens un petit peu à la mobilisation sur la réforme des retraites. Si on regarde l'histoire de toutes les grandes victoires sociales, mai 68, mais aussi, je pense, rien que les droits des femmes, ou plus récemment encore les Gilets jaunes, en fait, il y a eu à chaque fois une pluralité de stratégies qui étaient engagées. Il y avait la phase légale, et puis il y avait un bouillonnement qui parfois n'est pas contrôlé, contrôlable, etc. Et ce que fait Macron depuis le début de la semaine, c'est justement d'essayer de diviser en faisant la part des choses entre le bon grain et l'ivraie.
Il y a peut-être les syndicats avec qui on peut peut-être, si on répond à leurs lettres, dialoguer. Et puis il y a la foule, les factieux, etc. Est-ce que finalement, en restant sur cette ligne, on l'a compris, légaliste, vous ne tombez pas dans ce piège en fait? D'abord, moi, j'ai pas eu l'impression hier qu'ils séparaient du bon grain de livret, ou alors j'étais pas du bon côté, quoi. Vous n'étiez pas du bon côté, je vous le confirme. Donc, je n'ai pas du tout eu cette impression-là, pour être franc. Et moi, je crois qu'il faut que la société bouillonne. Je crois, moi, je suis un produit de l'éducation populaire. C'est-à-dire des jeunes, quand je l'étais à l'époque, qui se réunissent et qui, à un moment donné, essaient de changer leur quotidien et faire des choses ensemble, localement ou nationalement. C'est ce qu'ils ont fait cette semaine. Mais je ne crois pas à la violence. Je vais être clair. Je ne crois pas à la violence dans une société démocratique. Donc je pense, oui, moi je suis pas... les organisations syndicales, elles n'ont pas essayé d'encadrer, de récupérer ce qui est en train de se passer. Mais je suis clair et net. Je pense qu'on peut manifester sous différentes formes, y compris des formes beaucoup plus innovantes, un désaccord. Ça s'est fait dans le passé. Il y a eu des phénomènes Nuit debout, il y a eu des phénomènes de ce type-là. Sur les sans-abri, je sais plus, j'arrive plus à retrouver le terme, mais voilà, Don Quichotte, etc. Don Quichotte, oui, c'est ça. Voilà, il y avait des choses extrêmement intéressantes, mais je préfère ça à et qui bouillonnent que d'aller péter des vitrines. Je suis d'accord. Je dis pas que c'est que ça qui s'est passé cette semaine, mais il s'est aussi passé ça. Donc il faudra, je crois, faut réfléchir à comment on peut faire des choses qui sont diverses, mais toujours en restant dans le cadre de la légalité. Alors, pour autant, vous avez déjà eu des propos en mettant en garde le gouvernement et Emmanuel Macron ces dernières semaines, en disant que le mouvement des Gilets jaunes, avec notamment ces éruptions de violence, avait réussi à obtenir en très peu de temps des milliards d'euros d'accompagnement sur le pouvoir d'achat, et que là, malgré les millions de personnes qui manifestent dans le calme, on n'obtient rien. Vous disiez au gouvernement, attention, quel signal vous envoyez aux gens si ce n'était pas de l'incitation à la violence? Je ne vois pas ce que c'est. Je vous sous-titre. Qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui disent qu'il faut radicaliser le mouvement, qu'il n'y a que ça que comprend le pouvoir, qu'il faut être violent, etc. Qu'est-ce que vous leur répondez à ceux qui disent qu'il faut faire de la lutte des classes, franchement? D'abord, vous savez, la lutte des classes, on peut le faire sans étant non-violent. On peut le faire en tout cas, on n'obtient rien. On peut le faire en étant non-violent. Vous savez quand même qu'en 68, les accords de Grenelle qui ont suivi 68, 68, c'est un double phénomène. C'est un phénomène du travail. Il y a eu des augmentations salariales, il y a eu la création de la section syndicale dans l'entreprise, etc. Puis c'est un phénomène sociétal. Il y avait aussi d'une certaine manière une volonté de faire évoluer les mœurs de façon plus importante que le carcan dans lequel on était affairé, cette génération-là, au niveau des mœurs notamment, et pas seulement des libertés publiques aussi. Et je vous rappelle qu'il y avait de la censure à la téloche, etc. Bon, moi je ne suis pas pour la censure à la téloche, mais un peu... Non, on n'est pas non plus. Voilà. Donc, même si des fois... Oui, bref. Là, moi je crois qu'il il peut y avoir dans les semaines à venir des choses qui émergent au sujet des retraites traitées. Il y a quand même le gros sujet qui est devant nous, c'est quand même la question environnementale et du réchauffement climatique. Ah oui, enfin, on est quand même dans un pays de dingo, quoi. On est en train de se foutre sur la gueule sur ce sujet-là, sur les retraites. Mais le vrai sujet fondamental, c'est le changement climatique. Et vous avez parfaitement raison d'en parler, parce que justement, quand on voit de la radicalité aussi dans les mouvements écolos, des jeunes... Oui, mais la radicalité, c'est pas la violence. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord, alors expliquez-moi. La radicalité, c'est pas la violence. Ok, d'accord. La radicalité, c'est la radicalité des propositions, c'est des actions symboliques qui peuvent marquer les esprits sans forcément être violents. Mais c'est autre chose que moi je crois pas, enfin je serai jamais pour ça, que pour faire bouger il faut aller saccager tel ou tel endroit, quoi. Ça, c'est pas ma conception de la démocratie, c'est pas ma conception pour faire évoluer les choses, c'est pas ma conception du militantisme, pour dire les choses. Voilà, et donc on peut être innovant, il y a tout un tas de choses qui se font de façon extrêmement positive. Notamment chez les jeunes. Chez les jeunes, bien sûr, notamment sur la question environnementale, mais pas simplement, sur la question de la solidarité, qui sont assez radicales dans l'esprit, dans la façon de faire, mais qui sont non violentes. La vraie question, c'est est-ce que vous n'allez pas devoir tendre vers la radicalité ou vers l'innovation, employez le mot que vous voulez, pour ne pas être dépassé, in fine, face à la nouvelle génération qui arrive?
Non, mais nous on est Sans tomber dans la violence, bien évidemment. Comprenez bien que nous, on est d'abord sur le terrain, on est sur le terrain du travail principalement. Mais c'est vrai que la CFDT, elle est aussi très engagée sur les questions sociétales. On a créé cette alliance du pacte du pouvoir de vivre avec tout un tas d'associations environnementales, de lutte contre l'exclusion, d'éducation populaire avec le mouvement associatif, etc. Ça représente aujourd'hui notre alliance avec 65 organisations, ça représente des millions de gens. Et nous, ce qu'on essaye de pousser à travers cette alliance qui a pris du poids, qui s'est fait entendre, y compris sur la semaine dernière en écrivant ensemble une tribune sur le risque démocratique, on essaye de faire vivre aussi de l'action locale. Moi, je ne crois pas qu'on change la vie, mais c'est aussi ma culture militante, qu'on change la vie des uns et des autres simplement avec des grandes lois, quoi, des grandes choses nationales. Je pense qu'on la change en donnant des marges de manœuvre et du pouvoir d'agir. Et c'est pas pour rien qu'on a appelé cette alliance le pacte du pouvoir de vivre. Moi, je ne crois pas que et certains avaient dit, mais c'était au moment de la crise des Gilets jaunes, et pourquoi vous n'appelez pas ça le pouvoir d'achat, quoi? Parce que c'est pas que ça, de vivre. C'est bien qu'acheter des biens. C'est bien au-delà, quoi. Hein. C'est y compris vivre dans un environnement sain. Et je crois qu'il faut redonner de la marge de manœuvre. Et que ça ne peut pas se faire avec un exercice d'un pouvoir qui est très vertical. Il faut refaire confiance aux acteurs. Il faut refaire confiance. Mais les acteurs, c'est tout un tas de gens. C'est les élus locaux, c'est les associations, c'est ce qui peut se monter de façon innovante dans tel ou tel territoire par des... Voilà. Et donc, en gros, vous n'êtes pas étatiste, vous n'êtes pas non plus pour non, ça c'est sûr, qui vient d'en haut, qui dit c'est comme ça qu'on va être heureux. Non. Okay, mais ça ne vous empêche pas d'insuffler quand même une petite énergie tout en laissant la liberté en bas. Non, mais moi, je avec pense un qu'il petit peu de radicalité. On va y revenir. Vous y tenez, donc on va y revenir. Je pense qu'il faut insuffler, parce que je crois aussi que tout ça, ça peut se faire pour le bien ou pour le mal, hein, d'une certaine manière. On peut insuffler des pratiques locales et ça peut dégénérer, parce qu'on n'a pas parlé pour l'instant d'un risque qui est quand même extrêmement présent, hein, qui est le risque démocratique à moyen terme de voir émerger l'extrême droite dans notre pays. Hein. Mais sur la radicalité, la radicalité, ça peut être la radicalité des propositions. Nous, on propose de taxer les revenus du capital au même niveau que les revenus du travail. Vous trouvez ça modéré ou radical ? Non, ça me va. Là, dans le paysage, je trouve ça assez radical, effectivement. Parce qu'on vit dans un monde de fous furieux où ça devient radical, un truc pareil. Bah oui, mais vous voyez, je pense qu'on peut aller vers de la radicalité sur des propositions qui ne sont pas non plus de faire la guerre. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais des propositions, on peut être radical par les modalités d'action, mais en étant pacifique. Bien sûr. Enfin, vous voyez, il y a dans l'histoire, mais aussi dans les actions qui sont menées parfois. Moi, j'ai participé, quand j'étais jeune, au moment de la guerre des Balkans, à des rassemblements citoyens silencieux là où j'habitais. Une grosse mobilisation de la société civile à l'époque. À ce moment-là, je peux vous assurer, pour maintenant être en contact avec des syndicalistes des Balkans qui ont à peu près le même âge que moi, ça avait de la résonance. Vous voyez, c'est pas forcément de l'action violente, la radicalité. Donc je pense que oui, il faut innover en termes de mobilisation. C'est le cas aussi, par exemple, sur la question environnementale. On peut imaginer, il y a tout un tas de choses intéressantes qui se font. Claire, dernière question. Oui, justement, sur cette question environnementale, climatique, la mobilisation des jeunes, souvent, c'est pas un parti, c'est pas un syndicat, ça va être aller balancer de la peinture sur une entreprise, ça va être bloquer physiquement, matériellement un entrepôt. Et c'est plutôt à ce genre de mode d'action que les jeunes qui s'engagent sur ces questions-là croient. Et en fait, eux disent la violence, elle vient d'un système politique qui n'agit pas. De la même manière que là, on a aussi entendu, la violence, elle vient du gouvernement, de sa réforme. Donc, et en fait, les syndicats en prennent pour leur grade dans cet argumentaire-là. Ce que je veux dire, c'est que les termes radicalité, violence, ils sont définis aussi en fonction d'un rapport de force à un État présent. Et aujourd'hui, cette semaine notamment, le mot violence, il a été utilisé à la fois pour qualifier certains actes, mais pas majoritaires des manifestants, et puis la violence des policiers. Donc, il y a une espèce c'est compliqué en fait de poser ces mots-là comme en fait des. La violence des manifestants, c'est quoi ? C'est de s'en prendre à des biens ou à des personnes. La violence des policiers, c'est lorsque, de façon inconsidérée, ils ont une action violente, ce qu'on a vu tout à l'heure, etc. Mais là, à chaque fois, vous voyez bien que c'est de s'en prendre à des personnes.
Donc la lisière, Donc- elle est plutôt là. Elle est les personnes, je vais pas être les très biens. franc. Je suis en désaccord total avec cette réforme des retraites. Total. Je pense qu'on a fait la démonstration que Oui, non, ça, on était oui. très mobilisés. Eh bien, Vous avez pas moi, pété dire le cul là-dessus, qu'il faut être violent parce qu'en face, cette réforme des retraites elle est violente, c'est pas ma façon de penser. Ok. Cette réforme, elle est injuste, elle est brutale, Mais elle vous est, utilisez pas- elle est maltraitante Ok. avec le monde du travail, mais ça ne justifie pas le recours à la violence physique. Prochaine étape, Laurent Berger, vous l'avez dit, l'intersyndicale appelle à une nouvelle journée de mobilisation nationale mardi prochain, ce sera le 28. D'ici là, le président de la République a votre numéro de téléphone. J'imagine. D'ici là aussi, on appelle l'intersyndicale à des initiatives comme on a fait dans un certain nombre de territoires. Il y a eu des barrages filtrants, il y a eu des sensibilisations de secteurs professionnels qui étaient moins mobilisés, etc. On appelle, mais tout ça dans un cadre évidemment pacifique. Et il y a encore, et par ailleurs également, les différentes caisses de grève qui ont également beaucoup de succès sur Internet, notamment du côté des jeunes, auxquels vous pouvez participer si vous souhaitez soutenir. Merci beaucoup Laurent Berger d'être Merci. venu sur le plateau de Backstage. Je crois qu'on doit vous libérer parce que vous avez des obligations après. Merci à vous. Et nous, on va continuer avec le quiz à la con. Merci Laurent Berger. Merci à vous. Du coup, jingle, voilà. Le quiz à la con, applaudissements. Incroyable, ouais. Ouais. Laurent Berger a effectivement quelques obligations. Il doit nous quitter, mais donc du coup, on a profité de faire un petit peu de rap plutôt que de faire le quiz à la con. Il est venu sur Twitch le soir d'une grande mobilisation. Enfin, il faut le noter. Ah non, mais carrément, c'était chouette. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que Adèle, elle veut venir faire le quiz à la con? Je sais qu'elle aime bien. Elle est partie, elle s'est cassée, carrément. Comment ça? D'accord, on me dit dans l'oreillette qu'elle s'est barrée. C'était trop pour elle. Sa chronique Non, était mais d'un très ok. haut niveau. Elle était trop bien, sa chronique. Bon, d'accord, moi je voulais être sympa, je voulais l'inviter. Écoute, elle veut pas jouer. Mesdames et messieurs, dans le quiz à la con cette semaine, comme chaque semaine, 5 questions, 4 propositions de réponse. Sur le plateau, vous me dites quelle est selon vous la bonne réponse A, B, C ou D. Et vous, dans le chat, vous jouez en votant dans le sondage qui sera fait dans le chat. Et vous nous donnez la bonne réponse selon vous. Première question de ce quiz à la con. Lequel de ces jeux vidéo politiques n'existe pas? Réponse A, Super Bernie World. Réponse B, Obama Golf Around the World. Réponse C, The Legend of Macron. Ou réponse D, Dancing Chirac. Parmi ces 4 propositions de jeux vidéo, il y en a un qui n'existe pas. Il faut trouver lequel ou laquelle. Lequel? Petit aparté, mais à l'époque où je bossais à l'Assemblée, je te regardais jouer à Démocratie 3, je crois, à l'époque. Ouais. Avec Usul, on avait fait un programme communiste c'était très radical et on avait eu 2 ans et demi de grève générale interprofessionnelle. Et après, on avait été réélu magistralement avec un score de soviétique. Très cool. Donc, un peu bizarre, un peu schizophrène la population, mais ouais. Évidemment, je précise qu'à l'Assemblée, je bossais aussi, hein, mais juste, j'avais besoin de... Oui, moi aussi, j'ai regardé Twitch en bossant. Lequel, voilà, parmi ces jeux vidéo, parce qu'on en a vu des jeux vidéo en politique en France pendant les campagnes, etc. Macron, il avait tenté le coup. Oui. Il y avait l'oiseau aussi pendant les européennes. Ouais. Ah non, ça, parfois c'est cringe. Hein. C'est cringe. T'as dit c'est très cringe? Oui, j'ai dit c'est cringe. D'accord. C'est cringe, mais en francisé. Non, t'as jamais entendu Non, cringe, non. Pareil aussi. C'est le compère d'Orelsan? Ouais, aussi, je non? connais Gringe, ça, ouais, Gringe, voilà. ouais. Non, bon, On d'accord. salue ok. d'ailleurs, mais je... Qu'on embrasse, bien sûr. Claire, qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu joues à des jeux vidéo, toi? De quoi? Tu joues à des jeux vidéo? Non, tu fais une thèse. Non, je pardon. fais une thèse. Voilà, c'est pas fun, en tout cas, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas fun. Après la thèse, je ferai ça pendant 10 ans. Full non-stop. speedrun, Petite vas-y. session de gaming. Je te Non, déconseille juste le serveur de Minecraft d'Emmanuel Macron, bah, c'est tout. ça va peut-être me donner des idées, justement. Là. Ah ouais. Moi, je ouais. dirais que The Legend of Macron, ça n'existe pas. Parce que je trouve ça beaucoup plus facile d'imaginer un jeu autour de Bernie, qui a une figure un peu charismatique et drôle et fun, et autour de personnes qui ont été au pouvoir et qui ne le sont plus. Et Obama et Chirac, c'est aussi des personnes où, même si on n'est pas d'accord, ils sont quand même fun. Alors que, je ne sais pas si je suis influencée par la semaine qu'on vient de passer, mais en fait, pour moi, Macron,
il est pas fun dans le sens où tu peux pas avoir un rapport. T'irais pas boire une bière avec lui, c'est ça que t'es en train de Non, dire. mais tu peux même pas. En fait, les autres, tu peux ne pas être d'accord avec eux. Quand même avoir un espèce de rapport. Je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Non, t'es Macron- fatigué, Claire, c'est pas grave. Macron, il Non, est non. pas traductible Je en vois jeu. ce que tu veux dire. Je vois ce que C'est- tu veux dire. il peut Après, pas mettre cette distance-là encore. bon, Pas- donc toi, tu dirais The Legend of Macron. Ok. Réponse C. Donc, Malek, Sacha. Réponse D pour moi. Toi, tu penses Dancing Chirac. Ouais. Tu vois pas Chirac danser, même en jeu vidéo. Non, dans la vraie vie, oui, mais pas en jeu vidéo. Tu l'as déjà vu danser? Ouais, mais je peux pas le dire. C'était les soirées, tout ça. Sacha. Bah, moi, j'hésitais entre la C et la D, mais. Ouais, la D. Pareil. Et toi, tu dis réponse D également, Dancing Chirac. Le chat, ça a voté quoi? J'ai pas vu Poil au cul. Si, réponse C. Réponse C pour le chat. Ah ouais 73% du chat a voté réponse C avec Ouais. Claire. On a la réponse à cette question en images. Je vous propose de regarder Oh, ces wow. quelques images. Voilà, Ah Super ouais. Bernie World. Oui, ça existe, Oh. Super Bernie World. C'est fort. C'est cute. C'est choupi. Obama Golf Voilà. Unity Ça, je Around veux the dire. World. Oui, ça existe. La Maison Blanche sur un practice de golf. Ça a l'air d'être codé avec les pieds. Ah ouais. Et c'est le moteur Unity, mais le Wow. premier. hein. Tu vois le même, maybe, do you want a Pixel? Oui, c'est ça. Obama Golf. Et là, le suspense. Et là, le suspense, on va avoir la réponse. Qu'est-ce qui existe entre Chirac Dancing et Wow. oui, Chirac Dancing, oui. Incroyable. Oui. Waouh. Dancing Chirac existe. Alors c'est je légendaire. suis navré, nous n'avons qu'un screenshot et rien d'autre. On n'a pas réussi à retrouver de replay de ce truc-là, de gameplay, parce que c'était sorti sur navigateur en 2002 pour sa réélection. Oh, waouh. Ouais. Élaboré pour la présidentielle, on pouvait faire danser Chirac en rythme sur différentes chansons. Il est plus vraiment trouvable. Voilà. Donc on n'a que ça. Si quelqu'un arrive à diguer sur Internet et à nous ressortir On est un preneur. gameplay de Dancing Chirac, sortez-nous ça, s'il vous plaît. Mais nous, on n'a pas trouvé. Donc Après voilà. ma thèse. Après ta thèse, C'est important. tu vas faire un speedrun de Dancing Trouvez-moi Chirac. ça, s'il vous plaît. Deuxième question de ce quiz à la con. Laquelle de ces punchlines de rappeurs n'existe pas? Waouh. Ah, n'existe pas. Ouais. Ok. Réponse A, je baisse des mères comme Macron. Réponse B, roule un royal, roule un Ségolène. Réponse C, chiale pas, tu fantasmes sur moi dans tes textes, je t'appelle Chiappa. Réponse D, votez pas pour les fachos, la France va plonger sous-marine. Oh. Allez. Parmi ces 4 punchlines, laquelle n'existe pas? Il y en a 3 qui sont vraies. La D, je serais triste qu'elle n'existe pas. Mhm. En même temps, elle rime pas. Je crois que je suis quasi sûr, c'est fou. Hein. La Alors, D? si vous connaissez la bonne réponse, je vous demande de ne pas la crier. Ouais, on Laissez l'a- les autres galérer. Je ne la connais absolument pas. Le chat est dans la galère. Comment ça se passe, le chat? Ah, la France est un peu divisée quand même. Chiale pas, tu fantasmes sur moi dans tes textes, je t'appelle Chiappa. Waouh, c'est légendaire. Ça Ouais, passe, voilà. ça passe. On dirait un Yanis Ouais. un peu vénère. Ouais. Je baisse des mères comme Macron. Non, on Mais- avait dit pas les mamans. On avait dit non, Pas les mères. non, pas les mamans. C'est péché. C'est péché. Ou péchu. Oh, Roule un royal, roule un Ségolène, j'aime bien. Eh ben moi, je pense qu'elle n'existe pas, Ouais, celle-ci. ouais, Elle moi, me ça hype m'a- pas. Et puis, je la trouve pas bonne, ouais. Ouais. Désolée. Alors, on n'insulte pas, bien sûr. Parce que j'imagine pas fumer quoi que ce soit avec elle. Donc, Ouais. non, je sais pas. Roule un Ségolène. Ouais, non, j'avoue Bah, que celui qui. me T'écoutes lâche- du rap, Jean? Non, ça fait longtemps que j'ai pas écouté du rap, malheureusement. Et je passe à côté de petites merveilles que Je te ferai écouter des trucs sans. On te En fera vrai, une fais-moi une playlist. compile. Non, il fait une Fais-moi playlist. fais une playlist. Fais-moi une Let's go. playlist de. Tu sais que c'est mon love language, ça, de faire une playlist à quelqu'un. C'est vraiment. C'est... Arrête. Arrête. T'écoutes du Peura, toi Ouais, Claire un peu. Ok, d'accord, plus que moi. Bon. Ouais, quand je suis un peu en colère. Un peu Allez. énervée, Donc en ce moment-là, j'imagine à fond. j'écoute, ouais. D'accord, ok. Je trouve que c'est une semaine qui va. Alors peut-être que je vais me sentir vieille, mais cette semaine j'ai écouté Eminem par exemple. C'est trop Ouais, bien, Eminem. C'est indémodable, Eminem. éternel, Voilà, ok, c'est ça va, éternel. je suis sauvée. C'est éternel. Si, on parle là-dedans. Si, moi j'écoute Eminem. Si, carrément. Du coup, vos réponses. Chut, allez hop. Réponse B. B. Bah, pour B, moi. hein. Réponse B, Ouais. Roulin Royal, Roulin Ségolène. Vous êtes unanime sur le plateau. Le chat Ouais. est d'accord avec vous à 51%. Si Max a inventé la C, j'aurai la confirmation que c'est un grand malade mental. Hein. Max est quelqu'un d'extraordinaire qu'on embrasse très fort. On a la réponse là aussi, en images et en musique. Peut-être pour ça qu'ils ont le seum. RAS, tu sniffes une fois, tu deviens accro. Je
reste que des mères comme Macron. Blackstar comme La réponse A, donc ça existe vraiment. On sait de qui? Je te le dirai après. Ok. Mes nègres, on est allergiques au pollen. Roulin, royal, roulin, c'est golem. Baisse, puis ton baisse. En fait, ça passe. La défaite. couronne, je crois qu'il faudrait que je la mette, let's go. Ici y a rien qui pousse, va le dire aux racistes, la France c'est une terre aride. Votez pas pour les fachos, la Il a France va inventé la plonger phrase sous sur marine. Chiappa. Incroyable. Il a inventé la phrase sur Chiappa. Bah franchement, Max, c'est trop fort, je peux rien dire. Max, qu'on embrasse très fort, a inventé effectivement Chialpa. Tu fantasmes Oh, sur wow. moi dans tes textes, je t'appelle Chiappa. Eh ben, il y a un avenir alternatif tellement pour crédible. cette personne. Hein. Une extraordinaire, Max. Donc voilà, la réponse B, vous avez tous perdu. C'était la réponse C. La réponse Excellent. A, c'était Calage criminel dans Bousca Sauvage 2. Ok, c'était Ah calé. ouais. La réponse B, c'est dans le son extra large de Zekwe. Et la réponse c'est... Alpha. Ouais, c'est Alpha One. Ouais. Dans le son rotation en feat avec les SRAM. Voilà. Bravo, vous avez joué, vous avez perdu. Bravo, C'est pas grave. Max. Troisième question Bravo, de ce Max. quiz à la con. Lequel de ces politiciens français n'a jamais joué dans un film? Ah. Réponse A, Jacques Chirac. Réponse B, Lionel Jospin. Réponse C, Bruno Le Maire. Réponse D, Gérald Darmanin. Parmi ces propositions, il y en a 3 qui ont effectivement joué dans un film à un Oh, moment de wow. leur Oui. vie, Alors, dans des contextes très différents. rien à voir avec ces 4 réponses, mais j'ai vu il y a pas très longtemps Anne Hidalgo dans un film. Ah ouais? Un film sur Notre-Dame où elle joue son propre rôle. Mais une fiction. Une fiction. Pas un docu. Une fiction. Pas un docu, une vraie fiction. Et elle est comment en Et actrice, alors ça dure quelques secondes. Elle est apparemment avec son directeur de cabinet. Elle voit des fumées. Et elle décide d'appeler le commandant général des pompiers de Paris pour l'informer. C'est une prestation troublante. Profonde un peu. Moi, on m'avait raconté, parce que j'ai gardé plein de contacts chez mes anciens collègues de l'Hôtel de Ville. Il y a des salles de réunion absolument splendides à l'Hôtel de Ville qui donnent sur la Seine, et notamment une qui donne sur Notre-Dame. Enfin, il y en a plusieurs, dont une qui donne sur Notre-Dame. Et il paraît qu'ils avaient une réunion ultra tendue sur un sujet budgétaire relou au possible, où il fallait accélérer sur un truc machin. Ça faisait des mois qu'il avait redécalé cette réunion, beaucoup trop de monde autour de la table. Et au moment où la secrétaire générale dit allez, on commence, on est tous autour de la table, Boum. tout le monde regarde par la Waouh. tête, tu fais je pense qu'on va pouvoir totalement ajourner et la réunion et le budget et le projet. Et C'est ça. effectivement, C'est Notre-Dame Ouais, c'est brûle. Notre-Dame Ouais. brûle. C'était le 15 avril 2019. Dans Notre-Dame brûle, voilà. Donc ouais, on m'a raconté les anecdotes en interne, voilà. Bref, Revenons à lequel nos de ces moutons. politiciens français n'a jamais joué dans un film? Bruno Le Maire, c'est dans un film qui s'appelle Quai d'Orsay, je crois. Et on le voit passer dans un couloir et il salue le ministre, justement. Et il fait Bonjour ministre, comment allez-vous? Voilà. Et c'est tout. Parce que attends, Donc, on avait j'ai la déjà vu, réponse, c'est pas là, c'est. on avait déjà eu Clément Beaune qui était apparu dans la série Parlement au Parlement C'est européen, vrai. qui jouait son propre rôle. C'est vrai. Et qui d'ailleurs jouait un ministre Mhm. un peu roublard. Hein. C'était assez surprenant qu'il ait accepté, mais c'était très Eh cool. ben. Non, voilà. Voilà. On avait eu Donald Trump, évidemment, qui est apparu dans Maman, j'ai Yes. raté l'avion. On se souvient tous de cette scène absolument mythique. Dupond-Moretti, Il paraît qu'il a pas joué été dans méga des trucs. pet burn Trump à l'époque parce qu'il a exigé d'apparaître dans le film en échange du fait qu'il puisse tourner dans son hôtel. C'était littéralement ça, Waouh. le deal nul. Enfin bref. Moretti, il a joué dans. Dupond-Moretti, il a pas joué dans des trucs. Il a pas fait de Moretti- théâtre. Si, du théâtre. Du oui, théâtre, c'est je suis en sûr. train de me demander s'il n'y a pas une série. Je me demande. Je sais plus. Une série genre France 2, France Je sais 3, plus, mais c'est ça bien France m'étonnerait Télé. pas. Parce que je regarde ça, confession. Hein, Avec merde, comment il s'appelle il y avait une série avec Richard Berry en avocat. Ah, Neuilly, sa Neuilly, mère. sa mère. Ah oui, Ah. Neuilly, sa mère, c'est le 2 du coup. Ouais. Bien vu. Alors, qu'est-ce que vous en pensez du coup? Pour vous, la bonne réponse, c'est laquelle? La Moi, je dirais D. que c'est la D parce que j'ai Ouais. pas envie que ce Pareil. soit vrai. Moi Darmanin aussi. dans un film? Ouais. Je trouverais ça très cringe. Tu te fous de ma gueule un peu? Non, c'est de l'amour. Gérald Darmanin, je sais pas, peut-être dans un porno. Oula, Oh, oula. Allez, Wow. on revient à. C'est pas la réponse en Allez, image, non, je on déconne. reste focus. Le chat a répondu réponse D. Tout le monde a l'air d'accord pour dire réponse D autour du plateau. Et c'est la bonne réponse, bravo. Vous êtes à Yes. nouveau unanime, et cette fois-ci, vous avez raison. Bravo. Bravo, Jacques Chirac est apparu dans le film La Nuit du risque de Sergio Gobi, sorti en 1986. Lionel On Jospin aura est donné dans pas tout Le ça. nom des gens de Michel Leclerc, sorti en 2010. Ok. Et Bruno Le Maire, effectivement, dans Quai d'Orsay de Bertrand Tavernier, sorti en 2013. Donc voilà. Avec Houellebecq. Quoi? Ah oui, non. Non, on veut pas savoir. s'il vous Ça plaît. suffit On maintenant. va pas savoir. Ça suffit vos bêtises, c'est une émission sérieuse. Mais le film était censé sortir début mars en plus de Mais tu Houellebecq. sais qu'il est en turbo procès. Mais oui. Mm. Mais parce qu'il pensait qu'il serait masqué. Il va s'expliquer dans le point ce week-end apparemment sur ce film porno. Je ne veux pas que ça sorte. Je vous dis la vérité. Chirac a aussi joué dans Taxi.
Mais de dos, je pense. Dans Je pense que c'est Taxi pas 2? vraiment lui. Ah bon, mais comment ça? C'est l'image que j'ai en tête. J'ai Quelqu'un l'image à la d'un rêve président de la République, mais je... Chirac joue son propre rôle dans une scène de Taxi 2? Ah, Taxi 2. Putain, mais c'est vrai que ça le rend sympathique, hein, je suis désolé, mais c'est éternel Taxi 2. Eh ben je savais pas, d'accord. Si, Taxi 2, d'accord. Mais Ou à alors quel c'est une moment image d'archive, mais qu'il ait joué, j'ai... Dans le 2 à la fin. Ok. Ok, il apparaît. Ok, bon, d'accord, marrant. La voix, oui. c'est Yves Lecoq, oui. Il apparaît et la voix, c'est Yves Lecoq. Ouais, c'est ça. Quand Jacques Pour le défilé Chirac du 14 prenait juillet. Hmm. Où il se tourne sur le... Ah oui, non, mais ils jouent pas vraiment. Ils ont pris des images officielles du 14 juillet au moment où le taxi passe. C'est Tu ça. vois Chirac parler à son homologue japonais, je crois. Il lui C'est dit ça, ça. c'est un taxi. Ok, c'est bon, je l'ai. Quatrième question de ce quiz à la con. Laquelle de ces pancartes n'a-t-on pas vu aux manifestations contre la réforme des retraites? Waouh. Grosse compète. Très Réponse bien. A, Nintendo 64, Oh, wow. oui, la retraite à 64, non. Réponse B, 1664, c'est une bière, pas une carrière. Oui, Pas mal. bah oui. Réponse C, accident du travail sur la retraite à 64. Réponse D, tu nous mets 64, on te met 68. Elle a existé celle-là. Parmi ces 4 propositions, il y en a Petite 3 qui affection ont pour la dernière. Moi, j'ai- effectivement Elle été vues dans des manifs. Et J'ai il y en a vu quoi Alors, c'est quoi vos préférés? B et D, Pareil. je les ai vus. Pareil Tu que les as Pierre. vus B et D? Ma préférée, c'est la D. Vraiment, je l'aime trop. Ouais. Tu nous mets 64, on te met 68. Qu'est-ce que vous avez vu comme petite merveille dans les manifs Waouh. J'en ai vu des biens. Hein. J'ai vu une pancarte avec C'est marqué bien aussi. « Lis les autres pancartes ». Je trouvais ça, je trouvais ça extraordinaire. D'accord. Du coup, moi, je dirais la A. Toi, tu dirais réponse A, Nintendo Ouais. 64, oui, la retraite à 64, Ah ouais. non. Nintendo 64, c'est le nom d'une console de jeux vidéo. Oui, je sais. Conne. Elle y jouera après sa thèse. On te l'offrira. Tac. Moi, je dirais la C. Pareil. Star Citizen avant la retraite. Oui, je l'ai vu. Star Citizen avant la retraite. J'ai vu cette pancarte sur Internet. J'ai adoré. Donc toi, tu dirais réponse C, accident du travail sur la retraite à 64. D'accord. Ouais, parfois, il y a des pancartes moins bien inspirées que d'autres. Le mieux, c'est Macron égale saucisse. Ouais. Il y en a qui ont demandé des idées de pancartes à ChatGPT. Sérieux? Incroyable. Waouh. C'est énorme. Claire Aspidon après sa thèse. T'inquiète, on va lui expliquer. Non, t'inquiète. Tu ça va- voulais ça qu'on va soit être en fait. marche. Half-Life 3 avant la retraite, je l'ai vu aussi. Ouais, mais c'est bon, il y a CSGO, il y a Counter-Strike 2 qui sort. C'est la seule bonne nouvelle de la semaine avec la libération d'Olivier Dubois. Tu l'as eu, ta République en marche. Oui, oui, c'est ça, je l'ai vu cette pancarte. Tu vois, tu l'as, ta République Ouais, en marche. pas mal. Ça, j'ai bien aimé. C'est fort. Alors, vos réponses. C'est C'est pareil. Réponse C, réponse C. Réponse A, le chat a voté. Elle est belle, la A. Faut qu'elle existe. Bah, Le chat a répondu, prochaine a manif. répondu réponse C à 78%. pour mardi. Hein. Ok. Et c'est la bonne réponse. Réponse C, Ah. effectivement, bravo. Allez. La réponse C, c'est la seule qui n'existe pas, qui a été inventée par Max. Les 3 autres ont vraiment été vus dans les manifs. Bravo. Pardon. C'est le chat, désolé. Ah, Non, mais le je peux chat, pas, hein. je peux pas dire. La pancarte, pas super d'accord du tout. Ah, Pas si, mal on aussi, avait si on avait voulu se faire par le gouvernement, on aurait voté élu Bradley Cooper. On aurait élu Bradley Cooper, oui, elle existe en version Brad Pitt. En et version tout. Brad Pitt aussi, ouais. Mais ça fait longtemps qu'on la voit celle-là. Ok. 5e question et dernière question de ce quiz à la con. En janvier 2023, quel lieu a accueilli les étudiants belges en blocus pour leur permettre d'étudier? Janvier 2023. Ouais. Réponse A, une boîte de nuit. Réponse B, un bowling. Réponse C, un stade de foot. Ou réponse D, un cimetière. Oh waouh. Parmi ces 4 lieux, il y en a Ok. un qui a effectivement ouvert ses portes à des étudiants Qui voulait étudier. qui voulaient étudier pendant un blocus pour Ok. leur permettre d'étudier ou de réviser, je sais plus très bien. Waouh. Ce serait très cringe si c'était dans un cimetière. Tu vas en prendre une. Hein. Je te rappelle que je suis top 1 monde. Il y a plus que ça, tu Je sais. vous ai dit, il ne nous parle plus, Jean-Baptiste. Demain, il va pas me répondre. Ouais, je sais pas. Dans une Parce boîte que moi, de je nuit, me ce serait souviens trop que lourd. dans ma. Ouais, alors nous, c'était pas pour étudier, hein. C'est-à-dire que le lycée était bloqué, déjà parce que c'est nous qui le bloquions, Mhm. et on privatisait littéralement le bar tabac d'à côté. Et c'était. Ah putain, je suis vraiment un dinosaure, c'était avant les lois qui interdisaient de fumer dans les restaurants. Waouh. Donc on clopait en refaisant le monde. Excellent. Tu vois où ça a amené la gauche aujourd'hui? Bowling ou boîte de nuit, ça a quand même de grandes chances de ne pas se terminer en séance de boulot. Hein. Donc c'est pas C'est vrai. c'est pas des très bons plans. Mais Autant moi, juste ouais. bloquer. Moi, je hein. m'imagine en club avec mes potes du lycée au lieu d'aller en cours.
Mais faites. Ils ont peut-être coupé la musique, hein, je sais pas. Ah ouais. Bah, Non, je sais rien. prends les platines, pas de souci. Un Je gère. bowling, un stade de foot, un cimetière, ça... ouais. Non. Pas hyper pratique le cimetière. Moi, Ouais, mais en vrai, poussons l'absurde, poussons l'insolite. Moi, j'ai envie de voter pour la D. Hein. Toi, t'as envie de voter pour le cimetière, ok. Ah, t'es cringe, toi aussi. Ouais, je suis très cringe. Je dis plus rien, je dis plus rien. Un cimetière, il est ouvert d'emblée. Enfin, il ouvre pas ses portes pour accueillir. Donc c'est. T'as pas le droit de faire des rassemblements dans les cimetières, je crois. Hein. Enfin, si. Genre une seule fois dans ta vie, quoi. Des enterrements. Oui, c'est vrai. Non, je sais pas, c'est une bonne question. Je connais pas le règlement intérieur des cimetières parisiens, je suis désolé. Moi, ce sera A ou B. Je sais pas encore. Alors réfléchis Je vais bien. me laisser influencer par vous. Sacha, Moi, ce sera A. réponse A, une Allez. boîte de nuit. Malek, Réponse D. réponse D, un cimetière. Oui. Le chat a voté réponse A. A. Claire, tu Moi, votes je vais réponse suivre A. Tu Ouais. suis la réponse A, eh bien c'est une bonne réponse, bravo, c'est bien une boîte de nuit. Effectivement, certaines boîtes de nuit ont décidé d'ouvrir leurs portes aux étudiants le temps du blocus, c'est notamment le cas des Jeux d'hiver donc c'est le nom de la boîte, ça s'appelle les Jeux d'hiver, dans le bois de la Cambre en Belgique. En plus des lieux, l'organisation permet des pauses inspirantes avec des goodies pratiques et des silent disco. Ah oui, tu sais, quand tu danses en écoutant juste dans un casque et tout. Ok. Et tout C'est le un calme mood, nécessaire Donc, ouais. pour étudier. Donc, C'est clairement pas C'est un pour délire. étudier. c'est clair. Non, enfin, ça reste pour baiser, je veux dire, il y a un moment. Bref. C'est comme la BSG à Paris. Enfin, bref. Oh là, ça va ça Tu vas bien? Oui, tranquille. Allez.